Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité Rachid Madran, bonjour. Bonjour. Nouveau ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles et non plus à la région bruxelloise, en charge de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de Bruxelles. On va expliquer pendant la dizaine de minutes où nous sommes ensemble ce que tout cela veut dire, mais je voudrais commencer par l'actualité immédiate. Un incendie dans une synagogue à Anderlecht ce matin. C'est une résurgence de l'antisémitisme à Bruxelles ? Écoutez, on va voir exactement ce qui s'est passé, mais d'emblée condamné. Je trouve que les faits sont extrêmement graves. Tout ce qui s'apparente à antisémitisme, racisme doit être condamné fermement. Et là, bon, j'attends de voir, parce qu'apparemment c'est criminel, mais il faut condamner, quoi. Ça me prend aux tripes, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Rien ne peut justifier ce genre de comportement et donc on condamne fermement et ceux qui l'ont fait devront être sanctionnés durement. Ouais, on a eu 2-3 incidents, mineurs, à Ixelles ou à Anderlecht déjà, mais des incidents quand même. On a eu un incident majeur avec le musée juif, l'attentat du musée juif. Est-ce qu'on est en train d'importer en région bruxelloise des conflits qui se déroulent aux Branches ou au Moyen-Orient ? Écoutez, c'est ça le risque. Il faut évidemment éviter qu'on importe ces conflits ici. On a la chance de vivre dans une société démocratique où chacun, quelles que soient ses convictions philosophiques, ses croyances, sa religion, on vit ensemble, on coexiste, on se respecte. Voilà, donc c'est ça une société du vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est ça. Et donc tout ce qui exclut, tout ce qui sépare, tout ce qui divise doit être condamné. Donc moi je suis très ferme. Tout ce qui s'apparente de près ou de loin à de l'antisémitisme doit être condamné et sanctionné fermement. Ouais, le fait qu'il y ait des jeunes, plusieurs dizaines de jeunes bruxellois qui soient partis notamment en Syrie combattre aux côtés de ce qu'on appelle l'État islamique, c'est une inquiétude ? Bien sûr, surtout quand ce sont des mineurs. Mais vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. À une autre époque, il y avait des gens qui partaient, c'était les brigades internationales qui allaient combattre notamment en Espagne. Quand c'est des adultes, des majeurs, voilà, je n'ai pas à commenter, ce sont des adultes qui font le choix. Maintenant, quand c'est des mineurs, évidemment, qui sont embrigadés, il y a des gens qui sont derrière, on instrumentalise le désarroi d'une partie de cette jeunesse. Et donc, il faut s'attaquer d'abord et avant tout à ceux qui recrutent. Quand c'est pour l'État islamique, vous faites le parallèle avec la guerre d'Espagne, mais l'État islamique, c'est quand même... Je ne compare pas les... D'accord. Je ne compare pas évidemment les enjeux. Ce que je veux dire, c'est qu'à une autre époque... C'est quand même une idéologie où on veut la mort de l'autre. Totalitaire. Voilà, c'est du fascisme vert. C'est du fascisme vert. Donc, soyons très clairs. Je ne mets pas ça sur le même pied. Je voulais simplement dire que, voilà, lorsque ce sont des personnes majeures, c'est difficilement critiquable. Voilà. Alors, vous êtes en charge des maisons de justice. Tout à fait. Et de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on appelait autrefois la communauté française. On va commencer par l'aide à la jeunesse. Il n'y a pas d'IPPJ, donc d'Institut public de protection de la jeunesse à Bruxelles. Ça doit changer ? Mais en tout cas, il y a un besoin à Bruxelles. Il y en a 5 aujourd'hui. Il y en a à Saint-Hubert, à Braine-le-Château-Hautier-Braine, Saint-Servais pour les filles, Frépont et Jumet. Mais il y a un problème à Bruxelles. Donc il faut savoir qu'à peu près 44% des jeunes qui sont placés en IPPJ proviennent de Bruxelles. Alors, moi, j'ai rencontré des parents, notamment de ces jeunes, qui ont parfois des difficultés financières, qui ont des enfants, et se rendre, aller visiter l'enfant à 140, 160 km quand on n'a pas de moyens de transport, c'est parfois compliqué, quand on n'a pas de moyens. Donc voilà, ce sont des choses qui apparaissent. Il y a une demande, il y a un besoin, et donc l'idée, c'est de se dire, quand on place ces jeunes, il y a un travail qui se fait avec la famille. Et donc lorsque la famille est loin, on ne sait pas préparer le retour et la réinsertion du jeune. Et donc je pense qu'il est important qu'on ait une structure à Bruxelles, une nouvelle formule d'IPPJ. Moi je veux une IPPJ qui soit ouverte sur l'environnement. Donc c'est pas un centre fermé dont on parle. Ce que je veux, c'est un centre pour jeunes, ouvert sur le quartier, qui permette de travailler avec les structures existantes. Par exemple, les associations AMO, ce qu'on appelle aide en milieu ouvert. Par exemple, la scolarisation. On peut scolariser les enfants à l'extérieur du centre. Ce ne sont pas des enseignants ou des professeurs qui viennent faire de la remédiation. Permettre, au fond, à ce jeune de se restructurer à l'intérieur, tout en travaillant avec la famille pour préparer la réinsertion. C'est une manière de se protéger et de protéger la société. Mais ce centre semi-ouvert, ou ouvert, comme vous êtes en train de nous le décrire, où on va aller à l'école, peut-être faire du sport, assister à des spectacles, etc., est-ce que ça ne pose pas des problèmes de sécurité ? Est-ce qu'on va réellement réussir à encadrer les jeunes ? On va réellement assurer aussi la sécurité avec des personnes qui sont des délinquants ? Dans un premier temps, par exemple, si ce sont des jeunes qui ont commis des faits, ce qu'on appelle faits qualifiés d'infraction, d'abord il y a le rappel à la règle, la sanction.
il est dans un centre fermé. Mais après, il faut travailler avec ces jeunes pour préparer leur réinsertion. Et la réinsertion de ces jeunes se fait aussi avec les familles. Et donc, c'est ça l'idée. Petite précision, les jeunes qui sont en IPPJ, ce n'est pas que des jeunes condamnés par la justice. Je vous remercie de le signaler. C'est 95% des jeunes aujourd'hui dont on s'occupe dans l'aide à la jeunesse, ce sont d'abord et avant tout des jeunes en difficulté ou en danger. 5% des jeunes sont des jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction. Et qui donc, eux, sont condamnés et placés par la justice. Voilà, c'est donc une petite minorité dans les IPPJ. Très petite minorité. Ouais, on va pouvoir encadrer cette minorité-là à Bruxelles, ou est-ce que cette minorité-là continuera à Everberg ou à Braine-le-Comte? Dans Flandre, à Braine, à Saint-Servais, etc. Donc l'idée, c'est d'abord, ils font leur passage. Quand c'est très grave, ils ont commis des faits, évidemment, ils sont enfermés, ils sont sanctionnés, rappel à la règle, on leur rappelle comment est-ce qu'on se comporte en société, qu'ils comprennent la gravité des faits, mais après, ces jeunes reviennent. À un moment ou à un autre, ils reviennent dans la société. Donc l'idée, c'est d'en faire des adultes émancipés qui puissent se construire un projet de vie. Et donc moi, j'attache beaucoup d'importance à la réinsertion, vraiment beaucoup. Ce centre ouvert, il sera donc en région bruxelloise. Est-ce que vous savez déjà où, dans quels locaux et à quelle échéance? Pas encore. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au délégué général aux droits de l'enfant de mener une réflexion avec ses équipes et me proposer dans le courant 2015 des pistes de solutions. Et puis à ce moment-là, on verra. Mais je pense que c'est vraiment utile aujourd'hui de réfléchir à des structures ouvertes qui permettent à ces jeunes, à un moment donné, de remettre le pied à l'étrier, si je peux dire, et de ne jamais oublier que ce travail se fait avec le jeune, mais il y a aussi la famille. Et c'est important de travailler avec les familles. Alors, il y a ce projet de centre à Bruxelles. Dans l'aide à la jeunesse, il y a toute une panoplie. Vous avez aussi des associations avec lesquelles vous pouvez travailler, des familles d'accueil. Est-ce qu'il y a assez de familles d'accueil aujourd'hui? Malheureusement, il n'y en a pas assez. Donc vous devez savoir aujourd'hui que donc il y a à peu près 4000 enfants qui sont placés en famille d'accueil. Pour le moment, 75% de ces enfants sont placés dans ce qu'on appelle les familles élargies. C'est le grand-père, la grand-mère, la tata. 25% le sont dans des familles d'accueil. Le problème, c'est que malheureusement, nous n'avons pas assez de familles d'accueil. Et donc, je vais lancer une grande campagne de sensibilisation avec une série de partenaires médias, dont d'ailleurs Vivacité, Beauvais-Dravel, où lors de la journée sans voiture, on va faire des campagnes de sensibilisation auprès des familles. C'est important. Pourquoi? Parce que je reviens à mon principe de départ. Donc, la réinsertion, la prévention. L'idée, c'est que c'est moins dur pour l'enfant de se retrouver dans une famille d'accueil que de se retrouver tout de suite placé dans un centre. Et voilà, l'idée, c'est de se dire que ces familles d'accueil, ça permet aux jeunes ou aux enfants, parfois, la moyenne d'âge, c'est 11 ans, de retrouver de l'estime de soi-même et aussi de voir qu'il y a des adultes qui sont attentifs à lui, qui ont envie de l'aider. Ça permet aux enfants de se restructurer. Parce qu'à un moment donné, ces enfants vont devenir des adultes et il faut très précocement les aider. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on est trop gentil avec ces jeunes délinquants et on ferait mieux d'être beaucoup plus dur, on n'arrivera à rien avec la méthode du dialogue? Moi, je trouve que nous ne sommes pas gentils. Il y a des sanctions parfois très très dures qui sont prises à l'égard de jeunes. Mais je le répète, 95% des enfants et des jeunes à qui on s'adresse, ce sont des enfants en danger, en difficulté. Vous savez, un enfant de 7-8 ans dont les parents sont... le père peut être malade, la maman peut être victime d'assuétude, d'addiction, absent, etc. L'enfant, il n'est pas responsable de ça. Et donc, il faut que la société protège l'enfant. Et en le protégeant, elle se protège parce qu'elle permet à ses enfants de se construire et de devenir des adultes qui vont demain faire partie de la société et autant qu'ils fassent partie de cette société en étant complètement émancipés, intégrés, etc. Alors, vous êtes en charge aussi des maisons de justice. Maisons de justice, ça fait le lien à la fois avec les victimes et puis ça suit un petit peu aussi l'application des peines. Il y en a 12 en Wallonie, si je ne me trompe pas. Il n'y en a qu'une à Bruxelles. C'est ça. Est-ce qu'il n'en manque pas une à Bruxelles? Non, en fait, l'idée, c'était une par arrondissement judiciaire, les ex-arrondissements judiciaires, parce que ça va changer. Vous savez, les maisons de justice, moi, je les qualifie en disant c'est le volet humain de l'appareil judiciaire. Les maisons de justice ont été créées dans la foulée de l'affaire Dutroux. À un moment donné, on n'avait pas accès, on trouvait que la justice était compliquée, qu'elle n'était pas suffisamment humaine. Ouais. Et quand on les a structurées, c'est ça. C'est à la fois aider les victimes, mais aider aussi les justiciables et les gens qui ont commis des infractions. Ouais. Sur ces questions-là, c'est quand même le fédéral qui décide, qui organise le suivi de la justice, et y compris par exemple le bracelet électronique ou le type de PEM, l'information des victimes. On a vu hier, à votre place, il y avait Rudy Demotte, votre ministre-président. On a vu à quel point il se méfiait des négociateurs de la Suédoise. Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec un ministre fédéral de la justice, qui sera un peu le donneur d'ordre, et qui pourra être
par exemple, un membre du mouvement réformateur ou de Vous la NVA. Vous avez tout à fait raison. La difficulté dans les maisons de justice, c'est qu'elles peuvent être impactées par des décisions qui se prennent à un autre niveau de pouvoir. Donc moi, j'attends de la loyauté fédérale de la part du futur ministre de la Justice, de la majorité kamikaze. Mais en tout cas, je vais veiller à une chose qui est très importante, c'est de faire en sorte que la conférence interministérielle maison de justice soit mise en œuvre, qu'on la crée. Et en tout cas, dans cette commission interministérielle, je veillerai en tout cas à ce que les décisions qui soient prises au niveau fédéral n'aient pas d'impact direct sur les communautés. Ouais. Je vous donne un exemple. Mais si le fédéral durcit le ton, vous serez obligé de l'appliquer? Mais ça se discutera en concertation. On ne va pas nous imposer des décisions qui peuvent avoir un impact. Je vous donne un exemple, par exemple. La surveillance électronique, le bracelet électronique. Ben, on voit que c'est en croissance exponentielle. Si demain cette mesure est amplifiée, ça a évidemment des conséquences budgétaires sur les communautés, puisque c'est le Centre national de sécurité électronique dont j'ai la tutelle qui est chargé de surveiller tout ça. Donc il faudra des financements. Il faudra des financements, et donc ça a un impact direct sur les entités fédérées, les communautés. Donc moi, en tout cas, je lance un grand appel à la future coalition kamikaze, futur gouvernement kamikaze, de dire attention à ne pas prendre des décisions qui auront un impact direct sur les communautés sans que vous les ayez concertées au préalable. Alors, question Twitter. Ils ont été un peu vaches avec vous, les internautes. Je vous en donne une des questions. Que pense Rachid Madran du clientélisme de Philippe Moureau? Le PS en a-t-il terminé avec de telles pratiques? Le clientélisme de Philippe Moureau. Je pense que... C'est Nicolas Julémont qui vous pose cette question. Nicolas, je pense qu'il est encore dans une vieille période. Je ne sais pas de quoi il parle en particulier, mais c'est le vieux grief qu'on fait au Parti socialiste. Moi, j'appartiens d'abord à une génération qui est, depuis très longtemps, j'ai jamais été ni victime, ni j'ai bénéficié du clientélisme. Donc, on condamne le clientélisme et pour Philippe Moureau, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a fait un boulot extraordinaire. Je n'oublie pas que c'est quand même l'auteur de la loi antiracisme. Alors, vous étiez à la région bruxelloise, oui, tout à fait. En charge de la propreté. J'ai pris beaucoup de plaisir. Vous êtes désormais à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais. Justement, la question qu'on se pose, c'est de savoir si vous n'avez pas été déçu de passer de la région à la Fédération. Vous savez, vous y preniez du plaisir. Je prends aussi beaucoup de plaisir ici dans ces nouvelles fonctions. J'ai coutume de reprendre et de paraphraser la phrase d'un ancien président du Parti socialiste qui est décédé, qui disait « Dans la vie, il y a deux mystères. Il y a la création de l'univers et il y a la désignation des ministres. » Donc voilà, j'ai été le premier surpris. C'est à la fois un honneur tout le et une monde avait responsabilité. pronostiqué que vous seriez à la région. Mais moi aussi, à un moment donné, je m'étais dit je vais peut-être continuer, mais on n'est pas candidat. Et finalement, on vous a échangé avec Fadil Al-Anam. C'est un peu ça qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un rocage, mais en tout cas, les nouvelles fonctions qu'on m'a accordées, et c'est vraiment sans langue de bois, c'est des choses qui touchent à l'humain, quoi. L'aide à la jeunesse, les maisons de justice qui vont être transférées, c'est évidemment très très important. La promotion de Bruxelles. Donc moi, je suis un ministre heureux après avoir été un secrétaire d'État heureux. Rachid Madran, merci d'avoir été l'invité de l'interview. L'info revient en direct à 18h avec le journal. 18h25, ce sera le magazine M présenté par Mui Albert qui en parlera notamment ce soir de la semaine de la mobilité et du dimanche sans voiture. Préparez-vous pour dimanche. Merci Rachid Madran. Merci.